Aujourd'hui, la radio de Hambourg a annoncé la mort d'Adolf Hitler. Ce rapport émanant de l'ennemi n'a reçu aucune confirmation officielle de source vivante. Elle n'avait alors qu'une adolescente conduite à travers 3 postes de contrôle de la SS jusqu'à la forteresse privée d'Adolf Hitler dans les Alpes. Pendant près de 8 décennies, elle est restée silencieuse. Jusqu'à maintenant. Le monde est sous le choc. Elisabeth Calamer, l'ancienne bonne du personnage le plus craint de l'histoire, brise enfin le silence. Après leur défaite lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands farouchement fiers sont profondément humiliés. Les conditions sévères, imposées par le traité de Versailles, enveniment la blessure. Cette puissance industrielle mondiale se voit limitée à une armée de seulement 100 000 hommes. Ce qu'elle a vu au sein du Berghof est plus glaçant que n'importe quel témoignage officiel du personnel qui disparaît des réunions nocturnes, des accès de folie d'un dictateur paranoïaque. « Avant de mourir, je dois parler », déclara-t-elle. Et maintenant, nous entendons enfin la vérité directement de la femme qui balayait les sols des secrets les plus sombres du Troisième Reich. Voici ce qu'Elisabeth Calamer a finalement révélé sur la vie auprès d'Adolf Hitler. Derrière le voile, le monde caché d'Hitler. En 1943, une adolescente autrichienne nommée Elisabeth a répondu à une simple annonce dans le journal local. Fait recherché, lieu le Berghof sur l'Obersalzberg. Elle n'avait aucune idée que son nouveau travail la placerait au centre de la résidence privée d'Adolf Hitler. En quelques jours, Elisabeth a passé des gardes armés et est arrivée au Berghof. Le refuge montagnard du dictateur était enveloppé de secrets et de peur. Elle apprendrait bientôt qu'elle n'était pas une servante ordinaire. Elle avait été placée dans l'un des endroits les plus restreints et dangereux de l'Allemagne nazie. Le Berghof était plus qu'un simple repère pour Hitler. C'était un centre de commandement où des décisions qui changeaient le monde étaient prises. Quand envahir la Pologne, comment gérer le front est et comment exécuter la solution finale. Alors que l'Europe brûlait, Elisabeth Calamer polissait l'argenterie, préparait le thé et balayait les sols à quelques pas de ceux qui planifiaient et commettaient le génocide. « J'étais mal à l'aise quand je suis arrivée », a-t-elle admis plus tard, et ce sentiment ne l'a jamais quittée. Bien qu'elle n'ait pas osé en parler pendant de nombreuses années, la vie au Berghof était surréaliste. Des fenêtres imposantes surplombant les Alpes, aux halls luxueux décorés d'art volé, le domaine projetait calme et ordre. Mais en dessous se trouvait un système alimenté par la terreur. Calamer a été averti tôt. Ne parlez de rien de ce que vous voyez ou disparaissez comme tant d'autres avant vous. La peur était réelle. Des membres du personnel disparaissaient donc du jour au lendemain. Les questions étaient accueillies pour le lesquelles par le silence. « Vous êtes autorisé à penser, mais pas à parler », lui a averti une servante senior. Elle n'était pas autorisée à regarder Hitler dans les yeux. Sa présence changeait l'atmosphère même, sans entrer dans une pièce, sa rage pouvait être ressentie dans les murs. Ce n'était pas seulement la présence du dictateur qui la hantait. C'était en fait les secrets chuchotés derrière des portes closes et la réalisation que les gens devaient en savoir, cela même si cela lui coûtait tout. Le silence d'Elisabeth Calamer a duré toute une vie, mais ses souvenirs n'ont jamais disparu. Beaucoup pourraient se demander pourquoi elle ne s'est pas simplement enfuie. Mais il est important de se rappeler qu'Elisabeth était très jeune et qu'elle craignait probablement les répercussions pour elle-même et sa famille. Avec cela à l'esprit et tout ce que nous savons déjà sur la capacité d'Hitler à charmer les gens pour qu'ils suivent son idéologie, il est facile de voir comment une adolescente pourrait rapidement se retrouver piégée dans une forteresse de peur. Berghof. Une forteresse de peur. Perché dans les Alpes bavaroises, le domaine du Berghof ressemblait à une carte postale, avec des vallées vertes sereines en dessous et des sommets enneigés au-dessus. De l'extérieur, c'était l'endroit parfait pour qu'une adolescente travaille, mais à l'intérieur, c'était un lieu de tension incessante. Elisabeth Calamer a rapidement appris que cette belle résidence était aussi l'un des endroits les plus paranoïaques et dangereux de l'Allemagne nazie. Le Berghof n'était pas seulement la résidence personnelle de Hitler. C'était son centre névralgique où des stratégies besognes de guerre étaient élaborées et des politiques mortelles affinées dans le silence. Le domaine était conçu pour le secret et le contrôle. Chaque pièce, chaque couloir, chaque repas était régi par un protocole strict. Le bureau privé de Hitler était interdit d'accès. Les portes des salles de réunion restaient renfermées en tout temps. Des nazis de haut rang Göring, Himmler, Goebbels venaient et partaient chacun apportant une atmosphère de terreur. Calamer, comme les autres membres du personnel, n'était jamais autorisé à poser des questions. Mais il pouvait entendre des voix étouffées, des discussions frénétiques derrière des murs épais. Elle le ressentait clairement. Quelque chose de sinistre était toujours en discussion.
Personne ne se sentait en sécurité. Les gardes surveillaient de près les mouvements du personnel. Chaque servante était priée de garder les yeux baissés et de se taire. « Ne parlez jamais de ce que vous voyez, pas ici, pas dehors, jamais », avertissait une gouvernante senior. Ce n'était pas une suggestion, c'était une menace. Calamer a remarqué un schéma dès le début. Un serviteur pouvait travailler à ses côtés un jour et disparaître le lendemain sans explication. Leur chambre serait mévidée, leur nom ne serait d'un plus jamais prononcé. Poser des questions à leur sujet était dangereux. La peur de disparaître rendait le silence une tactique de survie. À l'intérieur du domaine, la paranoïa de Hitler gouvernait la vie quotidienne. Il craignait l'assassinat, la trahison et l'empoisonnement. Tous ces aliments devaient en être goûtés avant d'être servis. Il ne buvait que de l'eau tiède. Les repas étaient les strictement végétariens préparés sous une surveillance étroite. Même la plus simple des erreurs, comme une tasse en porcelaine cassée, pouvait entraîner une punition. Calamer elle-même a perdu des jours de congé à cause d'une telle erreur. Chaque élément de la vie au Berghof était mis en scène pour préserver l'illusion de contrôle de Hitler. Des arrivées soigneusement chronométrées, des fonctionnaires nazis à la précision du service du dîner, tout faisait partie d'un rituel. Mais sous la surface, la peur régnait. La vue grandiose des Alpes, le décor extravagant. Le silence des halls, tout cela masquait l'angoisse qui pesait sur chaque personne travaillant à l'intérieur. L'aspect le plus troublant n'était pas seulement la présence de Hitler, c'était à quel point la peur était devenue normalisée. Le personnel se chuchotait des avertissements. Les conversations s'arrêtaient dès qu'un supérieur entrait dans la pièce. Le Berghof n'était pas seulement le refuge de Hitler, c'était une prison psychologique où la confiance n'existait pas et où la survie signifiait obéissance. Pour les étrangers, le Berghof était un sanctuaire tranquille dans les montagnes. Mais pour Elisabeth Calamer et ceux qui travaillaient derrière ces portes en tête, c'était quelque chose de complètement différent. Une scène où le pouvoir et la terreur coexistaient. Et personne servante ou ministre n'était à l'abri de son emprise invisible. Mais Elisabeth était aussi dans une position unique, voyant véritablement Hitler d'une manière que le reste du monde ne pouvait pas. Et maintenant, elle a rompu son silence sur ce qu'était vraiment le dictateur. The man behind the myth. Elizabeth Kalhammer did not speak to Adolf Hitler. No maid did unless they had worked for him for years. But she didn't need to speak to him to understand what he was. She observed, she listened, and what she saw shattered the public image of the great leader crafted by Nazi propaganda. Hitler's moods controlled the estate. One moment he was quiet, almost gentle, nodding politely as he passed through a corridor. The next he erupted into screaming fits over a misplaced object or a poorly folded napkin. Staff described the air in the house, shifting when he was near. Kalhammer recalled, you could feel it before he even entered the room. He never ate meat and followed a strict vegetarian diet, claiming health concerns, especially with his spleen. Meals were cooked under tight surveillance, and everything he consumed was tested first by women assigned as food tasters. Still, Kalhammer noticed contradictions. Despite the strict dietary rules, Hitler had a sweet tooth. In secret, he would sneak into the kitchen late at night for Führer cake, an apple nut dessert left out for him like a child's treat. Behind the dietary discipline was a man addicted to control and medication. Hitler's personal physician, Dr. Theodor Morell, administered a daily regimen of over 70 substances, including barbiturates, stimulants, opiates, and even cocaine-laced eye drops. The drugs made his behavior worse. His hands trembled, his thoughts were erratic, and his rages intensified. Kalhammer noticed how his routine revolved around appearance and influence. He slept late sometimes, rising well after noon. Mornings were filled with briefings delivered with military precision. Afternoons transitioned to propaganda sessions where Hitler personally reviewed films and speeches. Evenings were his theater filled with film screenings, music, and carefully controlled social gatherings. Yet beneath this routine, his paranoia never rested. He believed spies were everywhere and refused to read anything not cleared by his inner circle. Any guest who said something that might be interpreted as criticism was never seen again. Kalhammer and other staff members learned to be invisible, silent shadows in the background of a dictator's private world, ensuring there was never anything that could add to his anger. But now Elizabeth Kalhammer has revealed that she did not see a genius or a leader. She saw a man cracking under his own delusions, held together by fear and narcotics. A man who whispered commands that led to mass death, then raided the kitchen like a schoolboy. A man who projected strength but lived in fear of his own staff poisoning him or betraying him. This wasn't the Hitler of history books. This was the Hitler behind the myth exposed by the maid who watched it all unfold.
But in Elizabeth's eyes, there was another member of the Berghof residence who held just as much power even if others didn't recognize it. L'homme derrière le mythe. Elisabeth Calamer ne parlait pas à Adolf Hitler, aucune servante ne le faisait, à moins d'avoir travaillé pour lui pendant des années, mais elle n'avait pas besoin de lui parler pour comprendre ce qu'il était. Elle observait, elle écoutait, et ce qu'elle voyait brisait l'image publique du grand leader façonné par la propagande nazie. Les humeurs de Hitler contrôlaient tant le domaine. À un moment, il était calme, presque doux, hochant la tête poliment en passant dans un couloir. L'instant d'après, il éclatait en crise de colère pour un objet mal placé ou une serviette mal pliée. Le personnel décrivait l'air de la maison changer lorsqu'il était proche. Calamer se souvenait, on pouvait le sentir avant même qu'il n'entre dans la pièce. Il ne mangeait jamais de viande. Il suivait un régime végétarien strict, prétendant avoir des problèmes de santé, notamment avec sa rate. Les repas étaient bon cuisinés sous une surveillance étroite et tout ce qu'il consommait était d'abord testé par des femmes désignées comme goûteuses. Pourtant, Kalhammer remarquait des contradictions. Malgré les règles alimentaires en strict, Hitler avait un faible pour les sucreries. En secret, il se faufilait dans la cuisine tard dans la nuit pour prendre du gâteau Führer, un dessert aux pommes et aux noix laissé pour lui comme une friandise pour enfants. Derrière cette discipline alimentaire se cachait un homme accro au contrôle et aux médicaments. Le médecin personnel de Hitler, le docteur Theodor Morell, administrait un régime quotidien de plus de 70 substances, y compris des barbituriques, des stimulants, des opiacés et même des gouttes pour les yeux contenant de la cocaïne. Les médicaments aggravaient son comportement. Ses mains tremblaient, ses pensées s'étaient erratiques, ses colères s'intensifiaient entre. Calamer remarquait comment sa routine tournait autour de l'apparence et de l'influence. Il se levait tard, parfois bien après-midi. Les matins étaient remplis de briefings livrés avec une précision militaire. Les après-midi passaient aux séances de propagande où Hitler examinait personnellement des films et des discours. Les soirées étaient mises en théâtre avec des projections de films, de la musique et des rassemblements sociaux soigneusement contrôlés. Pourtant, sous cette routine, sa paranoïa ne se reposait jamais. Il croyait que des espions étaient beaux partout. Il refusait de lire quoi que ce soit qui n'ait pas été approuvé par son cercle intérieur. Tout invité qui disait quelque chose qui pourrait être interprété comme une critique ne réapparaissait jamais. Calamer et d'autres membres du personnel apprenaient à être invisibles des ombres silencieuses en arrière-plan du monde privé, d'un dictateur s'assurant qu'il n'y avait jamais rien qui puisse ajouter à sa colère. Mais maintenant, Elisabeth Calamer a révélé qu'elle ne voyait pas un génie ou un leader. Elle voyait un homme qui craquait sous ses propres illusions, maintenues ensemble par la peur et des narcotiques. Un homme qui murmurait des ordres menant à la mort de masse, puis faisait des raids dans la cuisine comme un écolier. Un homme qui projetait de la force mais vivait dans la peur de son propre personnel le poisonnant ou le trahissant. Ce n'était pas le Hitler des livres d'histoire. C'était le Hitler derrière le mythe exposé par la servante qui a tout observé. Mais aux yeux d'Elisabeth, il y avait un autre membre des résidents de Berghof, qui détenait tout autant de pouvoir même si les autres ne le reconnaissaient pas. Eva Braun, le pouvoir silencieux. Pour le monde extérieur. Eva Braun n'existait presque pas. Elle était rarement photographiée, jamais mentionnée dans les communications officielles nazies, et complètement absente de l'image publique de Hitler. Mais à l'intérieur de Berghof, Elisabeth Calamer voyait une version très différente d'elle. Une femme toujours présente, toujours observant et bien plus impliquée que la plupart ne le réalisaient. Eva Braun n'était pas seulement une compagne. Elle dirigeait le ménage. Le personnel l'accueillait avec un « Heil Milady » et elle agissait comme la maîtresse de maison, bien qu'elle ne fût pas mariée à Hitler à l'époque. Elle concevait les uniformes des servantes, décidait quelles pièces devaient être nettoyées et prenait en charge les arrangements sociaux. Elle distribuait même personnellement des cadeaux de Noël de la laine pour que les servantes tricotent des chaussettes pour les soldats au front. Pour le personnel, elle semblait accessible, voire amicale. Calamer se souvenait « Eva Braun a toujours été bonne avec moi ». Elle engageait la conversation avec les jeunes filles, demandait des nouvelles de leur famille et offrait des sourires dans les couloirs. Mais cette amabilité avait un but. Elle était mesurée, calculée. Tout le monde savait que tout ce qui était dit à Eva pouvait remonter jusqu'à Hitler. Elle surveillait tout. Les interactions entre le personnel, les changements d'humeur, tout ce qui était hors de place. Lorsque la colère de Hitler devenait trop intense, elle intervenait, non pas pour protéger les victimes, mais pour le calmer. Elle redirigeait sa fureur comme quelqu'un formé pour gérer une bombe sur le point d'exploser. Mais Elisabeth est claire. Eva Braun n'était pas une amie pour les membres du personnel. Elle semblait amicale pour essayer de les piéger.
Même si Elisabeth elle-même n'avait jamais eu de problème avec la maîtresse de maison, elle gardait une certaine peur. Calamer et les autres comprenaient rapidement. Eva Braun n'était pas une prisonnière dans le monde de Hitler. Elle avait choisi d'y être. Elle s'épanouissait dans cet environnement. Elle vivait dans le luxe pendant que des millions de personnes mouraient de faim. Les bijoux qu'elle portait, les robes en soie, qu'elle exhibait beaucoup, avaient été volés à des femmes juives assassinées. Les repas raffinés qu'elle dégustait étaient à des années-lumière des rations que la plupart des citoyens allemands recevaient. Elle assistait à des rassemblements avec des hauts responsables nazis, entendait des discussions sur les stratégies de guerre et l'extermination des Juifs. Elle ne donnait peut-être pas d'ordre, mais elle était dans la pièce. Elle savait ce qui se passait et elle ne disait rien. Elisabeth continuait d'être polie simplement parce que Eva Braun n'était pas une femme avec qui il fallait se brouiller. Le rôle d'Eva Braun n'a jamais été formalisé, mais son influence était indéniable. Elle était le bord doux du monde brutal de Hitler, celle qui rendait le domaine vivable pour le personnel, tout en protégeant l'homme responsable de la destruction mondiale. Pour le public, elle était invisible. Pour les gens à l'intérieur de Berghof, elle était une puissance à part entière, silencieuse, observatrice et dangereuse. Pour Elisabeth Kalhammer, Eva Braun était la contradiction qui définissait Berghof, chaleureuse en surface mais fidèle au régime le plus sombre de l'histoire moderne. Et maintenant, l'ancienne servante veut que le monde sache tout ce qui s'est passé à Berghof. Avant que je meure, pourquoi Elisabeth Kalhammer est restée silencieuse ? Pendant des décennies, Elisabeth Kalhammer n'a raconté à personne l'histoire complète de son temps à Berghof, ni à ses voisins, ni même à sa famille la plus proche. La peur qui lui avait été inculquée dans son adolescence l'a suivie jusqu'à sa vieillesse. Prendre la parole semblait dangereux, même après la fin de la guerre. Elle avait été avertie dès son arrivée, révéler quoi que ce soit sur la vie à l'intérieur du domaine privé d'Hitler aurait des conséquences. « Vous êtes ici pour travailler, pas pour parler », lui a dit un superviseur. Ce n'était pas juste une règle, c'était une menace soutenue par des exemples réels. Les membres du personnel qui posaient des questions ou parlaient trop librement disparaissaient. Kalhammer a appris tôt que le silence était une condition de survie. Après la guerre, il y avait la honte. Bien qu'elle n'ait eu aucun rôle politique et n'ait jamais participé aux politiques nazies, elle avait travaillé pour Hitler. Ce seul fait l'a marquée. Même en revenant à une vie normale en Autriche, elle craignait le jugement, les malentendus et l'attention non désirée. Elle a donc enterré les souvenirs et a refusé des interviews pendant des années. « Je n'étais qu'une femme de ménage, disait-elle. Je ne savais pas ce qui se passait à l'extérieur. Et pourtant, au fond d'elle, elle savait qu'il y avait des choses qu'elle avait vues, des choses que le monde devait comprendre, des conversations derrière des portes closes, des membres du personnel disparaissant sans raison, l'effondrement émotionnel d'Hitler, la nuit où elle a entendu des voix. Goebbels, Himmler, Hitler, se disputant dans la panique sur des solutions dans les camps. Pourtant, elle estime d'aller rester silencieuse. Ce n'est que lorsqu'elle a approché son 100e anniversaire que quelque chose a changé. En réfléchissant à sa vie, elle a réalisé qu'être témoin portait une responsabilité. « Avant de mourir, je dois parler », a-t-elle dit à un intervieweur. La peur s'était estompée avec le temps, mais les souvenirs restaient en vif. Et maintenant, le monde est en choc face à ce qu'elle a révélé. Sa décision de finalement se rendre publique n'était pas motivée par la recherche de la gloire ou la réécriture de l'histoire. C'était pour s'assurer que le monde n'oublie pas ce qui s'est passé derrière des portes closes. L'image d'Hitler comme un orateur brillant ou un génie stratégique a été brisée par la vérité de qui il était vraiment, un tyran paranoïaque et dépendant des drogues entouré de silence et de secrets. Pour Kalhammer, raconter son histoire n'était pas une question de rédemption mais de devoir. En tant que l'un des derniers témoins vivants de la vie privée d'Hitler, elle comprenait que sa voix, longtemps enterrée, était devenue essentielle au récit historique. Et donc, dans le dernier chapitre de sa vie, elle a choisi la vérité plutôt que la peur. Et grâce à cela, nous avons peut-être maintenant la plus claire image de la façon dont la vie à Berghof a pris fin. Numéro 7. Les derniers jours de Berghof. Début 1945, tout à l'intérieur de Berghof avait changé. Le domaine autrefois gouverné par la routine et l'intimidation a commencé à se désintégrer alors que les forces alliées se rapprochaient en un. L'ambiance est passée de la tension à la panique totale. Elisabeth Kalhammer a regardé alors que la façade soigneusement construite du contrôle nazi se désintégrait autour d'elle. Hitler était devenu de plus en plus isolé. Moins d'invités arrivèrent à Berghof. Les rassemblements bruyants des hauts responsables nazis ont cessé. Les longues réunions de propagande ont été raccourcies ou annulées complètement.
Hitler, autrefois obsédé par les détails et impliqué dans chaque décision militaire, s'est maintenant retiré de la plupart des opérations quotidiennes. Il ne faisait confiance à personne. Le personnel a remarqué son déclin. Ses mains tremblaient, sa posture était affaissée. Ses discours célèbres n'étaient plus enflammés. Ils étaient donc décousus et déconnectés de la réalité. La colère d'Hitler devenait plus fréquente et plus irrationnelle. De simples nouvelles du front déclenchaient durant des accès de rage qui duraient des heures. Les serviteurs marchaient entiers sur des œufs. Personne ne voulait être le porteur de mauvaises nouvelles. La sécurité à Berghof s'est intensifiée. Calamer se souvenait de la sensation que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Même Eva Braun semblait nerveuse. Le luxe du domaine, les dîners raffinés et les projections de cinéma à la musique ont été remplacés par des chuchotements, des rumeurs et de la peur. Le monde extérieur n'était plus distant. Il venait droit vers eux. Puis le 25 avril 1945, il semblait que le règne d'Hitler pourrait enfin toucher à sa fin. Calamer balayait la grande salle quand elle entendit le bruit. Bas mécanique régulier des avions. Les alarmes se sont déclenchées. Les gardes ont crié. Le personnel s'est précipité. Calamer s'est figé. En quelques instants, le ciel au-dessus des Alpes a éclaté en flammes. Des bombardiers américains et britanniques, ayant identifié Berghof comme un poste de commandement clé des nazis, ont déchaîné vague après vague de destruction. Les explosions secouaient le sol, les murs se fissuraient, le verre volait en éclats. Le domaine qui représentait autrefois la domination d'Hitler était réduit à des décombres en flammes. Calamer n'hésita pas. Elle ne courut pas vers les bunkers. Elle ne suivit pas les autres. Elle se tourna et courut dans la forêt seule. Elle courut jusqu'à ce que le bruit des bombes s'éloigne derrière elle. Quand elle se retourna enfin, ce qu'elle vit la marqua à vie. Les immenses fenêtres, autrefois encadrant des vues alpines sereines, avaient tant disparu. Les flammes engloutissaient dans les halles, où des ordres de meurtre de masse avaient été prononcés. La grande illusion de Berghof était détruite sous ses yeux. Ce moment marqua la fin. Hitler s'enfuit à Berlin. Le Reich s'effondra. Berghof, l'endroit où Calamer avait passé des mois dans le silence et la peur n'existait plus. Elle avait survécu à toute la violence, les secrets, le chaos. En émergeant de la forêt, elle n'était plus seulement une femme de ménage. Elle était témoin de la chute de l'un des régimes les plus terrifiants de l'histoire. Et à partir de ce jour, elle porta avec elle l'image finale de l'empire d'Hitler, brûlant brisé et finalement effacé, jusqu'à ce qu'elle choisisse de révéler ce qui s'était passé là-bas. Secret révélé. Ce que les historiens ont manqué. Lorsque Elisabeth Calamer a enfin brisé son silence à l'âge de 100 ans, même les historiens chevronnés ont été pris au dépourvu. Son témoignage n'a pas seulement confirmé des soupçons existants. Il a exposé des détails critiques sur la vie à l'intérieur du cercle intime d'Hitler qui était resté caché pendant des décennies. Ses souvenirs ont ajouté une profondeur de première main à l'image des derniers jours de la direction nazie et ont révélé comment la peur et le contrôle opéraient non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à l'intérieur des murs de Berghof lui-même. L'une des révélations les plus importantes est venue de ce qu'elle a entendu lors d'une confrontation tard dans la nuit entre Hitler, Joseph Goebbels et Heinrich Himmler. Calamer n'a pas entendu les mots exacts, mais le ton était indéniable. Panique, désespoir et colère. C'était une réunion secrète bien après minuit. Elle n'était pas censée être là. Mais les murs n'ont pas bloqué les voix montantes. Ce n'est que des années plus tard, en regardant en arrière, qu'elle a compris ce qu'elle avait été témoin, un moment où la direction nazie discutait probablement de la manière de gérer les problèmes dans les camps d'extermination et d'accélérer la solution finale. Son témoignage l'a placée à quelques mètres de discussion qui ont aidé à orchestrer l'une des plus grandes atrocités de l'histoire. Elle a également clarifié le contrôle absolu que Hitler exerçait sur son environnement. Son obsession pour la routine, les informations filtrées et l'obéissance totale signifiaient que même les plus petites déviations, comme une tasse en porcelaine cassée, étaient impunies. Ce n'était pas juste une question de discipline, c'était une question de domination totale. Le récit de Calamer a montré comment la peur était utilisée comme une arme interne bien avant qu'elle n'atteigne les lignes ennemies. Ses observations sur les membres du personnel disparaissant ajoutaient une autre couche. Les historiens ont spéculé sur le sort du personnel de rang inférieur dans les bastions nazis. Kalhammer a confirmé que les disparitions étaient réelles et fréquentes, mais malgré tout cela, elle a révélé quelque chose de choquant. À l'époque, j'étais jeune, j'avais le privilège d'être là et de voir toutes ces personnes. Je me sentais fier, mais cela ne veut pas dire que j'étais fier des autres choses. Je ne comprenais pas du tout cela à l'époque.
La révélation de Karl Hammer montre à quel point il était facile pour une personne ordinaire d'être contrainte par le régime nazi. En partageant enfin ce qu'elle a vu et entendu, Elisabeth Kalhammer a comblé les lacunes. Elle n'a pas offert de théorie. Elle a offert des faits vus de ses propres yeux gardés dans le silence pendant des décennies. Et avec ces mots, nous pouvons maintenant voir ce qui ne serait jamais révélé par les documents officiels du Reich. L'héritage d'un témoin. Elisabeth Kalhammer n'a jamais voulu de gloire. Pendant la majeure partie de sa vie, elle a évité l'attention, portant silencieusement le poids de ce qu'elle avait vu à Berghof. Au début, elle a peut-être pris plaisir à être l'une des filles de Berghof, mais le temps lui a donné beaucoup à réfléchir. En choisissant de s'exprimer avant sa mort, elle est devenue quelque chose de bien plus important qu'une survivante. Elle est devenue un témoin du monde privé de l'une des figures les plus destructrices de l'histoire. Son histoire se distingue des archives officielles et des documents militaires parce qu'elle est personnelle et elle met en lumière une version d'Hitler et de son régime que seul quelqu'un à l'intérieur des murs pouvait décrire. Pas comme un symbole, mais comme un homme profondément paranoïaque, erratique, de plus en plus détaché de la réalité. Ce qui rend son héritage si significatif, ce sont les détails, les petites choses. Le gâteau du Führer laissé comme un rituel nocturne, les avertissements chuchotés parmi le personnel, l'absence de ceux qui avaient fait une erreur de trop. Le sentiment de fierté a été remplacé par la confusion et la peur. Ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des pièces manquantes d'un puzzle que les historiens ont essayé de compléter pendant des décennies. Elle a également éclairé ceux qui entouraient Hitler. Ces révélations sur Eva Braun ont redéfini notre compréhension du cercle intime du dictateur. Braun n'était pas une observatrice passive. Elle était active, alerte et complice. Kalhammer a vu cela de près et maintenant le monde le sait aussi. Plus que tout, Elisabeth Kalhammer nous rappelle l'importance de se souvenir non seulement des faits, mais de l'atmosphère du coût humain et de la manière dont la tyrannie déforme même les plus petits moments de la vie quotidienne. Son histoire n'est pas une question de sensationnalisme, c'est une question de vérité. C'est l'histoire de quelqu'un qui a tout vu et est resté silencieux. Non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle avait peur et qu'à 19 ans, elle ne comprenait peut-être pas pleinement à quoi elle participait. Elisabeth Kalhammer a veillé à ce que ce qu'elle a été témoin, les secrets, la peur, la réalité, le mythe, ne soient en plus jamais cachés. Que pensez-vous que l'histoire d'Elisabeth Kalhammer révèle sur les couches cachées de pouvoir, de peur et de complicité qui existaient derrière l'image publique d'Adolf Hitler? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci de regarder. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.